20h sur ce plateau d'Africa Today. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. L'humanité a célébré ce vendredi 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation. L'événement Conakry, capitale mondiale du livre, a mis cette célébration au cœur de ses activités. Responsables du système éducatif et ONG qui s'investissent dans le domaine de l'alphabétisation se sont réunis pour donner une couleur particulière à l'événement. Ça, Allo Yombono. Depuis 1960, les Nations Unies consacrent la journée du 8 septembre à la promotion de l'alphabétisation. Cette année, cette journée a été placée sous le thème « L'alphabétisation dans un monde numérique ». Le lieu pour les États du monde de rappeler la place du numérique dans un monde où des millions de personnes ont encore besoin d'apprendre à lire et à écrire. Dans le monde, 750 millions d'adultes sont dépourvus de connaissances les plus élémentaires à lecture et à l'écriture. Près de 264 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés. Les études internationales montrent par ailleurs qu'une large part des adultes et des jeunes de notre planète, y compris dans les pays développés, ne possèdent pas les compétences numériques élémentaires nécessaires pour être pleinement intégrés à nos sociétés et au monde du travail. Réduire cet écart de compétences est un impératif sur le plan de l'éducation et du développement. En Guinée, des ONG qui s'investissent dans le cadre de l'alphabétisation démontrent à travers des chiffres que le pays figure parmi les 7 États africains où le taux d'analphabétisme reste le plus élevé. Pour ces organisations non gouvernementales, l'alphabétisation paraît un moyen efficace pour une réelle insertion et un changement social. Le numérique trouve ainsi sa place dans cette lutte pour un monde alphabétisé. Les technologies de l'information et de la communication offrent des solutions pour y parvenir. Les outils numériques peuvent nous aider à élargir l'accès à l'apprentissage et à en améliorer la qualité. Grâce à eux, nous pouvons atteindre les laissés pour compte, améliorer le suivi des avancées réalisées en matière d'alphabétisation, faciliter l'évaluation des compétences et renforcer l'efficacité de la gestion et de la gouvernance des systèmes de transmission des compétences. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation n'a pas manqué de réaffirmer au cours de cette célébration l'engagement de l'État guinéen à participer au processus de réinsertion à travers l'alphabétisation. Agissant ensemble dans une dynamique participative pour chasser hors de nos frontières l'analphabétisme qui est un mal commun à notre pays. Dans tous les cas, mon département, le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation sera très attentif à toutes vos réflexions et soyez rassurés que l'attention et le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne seront pas défaut. Cette célébration a été placée cette année sous le label de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Le cardinal Robert Sarah est à Conakry depuis quelque temps. L'ancien archevêque de la capitale guinéenne a profité de ce séjour pour mettre à la disposition des lecteurs guinéens ces 2 œuvres. Il s'agit de Force de silence et de Dieu ou rien. Dans ses ouvrages, Robert Sarah invite les hommes à se rapprocher de Dieu. Le point avec Salom Kondé. 2 œuvres qui retracent l'expérience spirituelle d'un homme au service de Dieu. Le cardinal Robert Sarah nous parle d'abord de la force du silence. La force du silence est née dans une chambre d'un grand malade, d'un jeune religieux qui attendait le ciel, le corps rompu par tant de protocoles médicaux, le corps broyé par les assauts toujours plus violents de la souffrance, mais le corps transcendé par le seul, par l'unique, par Dieu. Dans un merveilleux silence, les yeux fatigués du frère Vincent-Marie de la Résurrection rayonnaient la sainteté, la joie, la foi, la charité et la paix. Pour lui, à travers le silence, l'homme s'identifie en Dieu. Le silence, au dire de Robert Sarah, est donc Dieu lui-même. La véritable urgence est ici. Retrouver le sens de Dieu. Or Dieu
ne se laisse approcher que dans le silence. La seule réalité qui mérite notre attention, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est silencieux. Il attend notre silence pour se révéler. Un silence contemplatif, adorateur et débordant d'amour. Cet être au-dessus de tout autre marque ainsi toute l'existence de ces créatures, d'où cet autre ouvrage, Dieu ou rien, dans lequel le cardinal Robert Sarah témoigne de toute sa foi en l'Éternel et invite les chrétiens du monde à accepter Dieu dans leur vie. Pourquoi ce titre Dieu ou rien? Parce qu'aujourd'hui, il y a comme une éclipse, une absence de Dieu dans le monde politique, économique et culturel. La vraie crise qui traverse notre monde aujourd'hui n'est pas essentiellement une crise économique ou politique, mais une crise de Dieu. Robert Sarah s'érige contre les forces du mal et invite les hommes à rester dans le silence qui, selon lui, est le calme de la vie intérieure. La Miss Guinée-Russie 2017 s'engage à soutenir le projet de recherche sur le vaccin russe contre Ebola Gameva-Combi. C'est à cette occasion qu'elle s'est rendue ce jeudi au Centre de recherche épidémiologie, microbiologie et soins médicaux de Kindia pour offrir des produits pharmaceutiques au personnel de santé, aux CREMS, mais aussi des cadeaux au personnel volontaire venu se faire vacciner. Les détails avec Aïssata Fofana. Même étant loin de son pays, la Miss Guinée-Russie 2017 a tenu à s'investir dans les projets humanitaires pour servir la population guinéenne. C'est dans ce cadre que Nene Oumobari, étudiante de son état, a apporté son soutien au projet de recherche sur le vaccin Gamevac-Combi qui lutte contre le virus Ebola. Accompagnée des autorités russes en Guinée et de la société russale, elle a fait des dons au personnel de santé et volontaires du test d'homologation du dit vaccin au Centre de recherche épidémiologique, microbiologique et soins médicaux de Kindia. Le premier lot, il y avait des effets hygiéniques comme des pâtes, des brosses à dents, des shampoings, etc. Et le deuxième don, c'était des médicaments. Pour la gouverneure de la région de Kindia, l'acte est à saluer vu l'intérêt que ce soutien pourrait apporter aux volontaires de l'essai vaccinal de Gamevac-Combi. Kindia se réjouit vraiment d'être témoin de tous ces actes depuis Ebola jusqu'à aujourd'hui. Et tout s'est passé à Kindia, Dieu merci. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie pour être témoins de cette autre phase qui est la remise de cadeaux de Miss Russe Guinée à ceux qui ont accepté de prendre ces vaccins. À ce jour, 100 personnes ont reçu ce vaccin et d'après l'ambassadeur plénipotentiaire de la Russie en Guinée et en Sierra Leone, ce centre de recherche épidémiologique, microbiologie et soins médicaux de Kindia est en phase de devenir aujourd'hui le centre régional de recherche pour l'Afrique occidentale. C'est pas seulement mon idée, c'est de transformer ce centre au centre régional pour l'Afrique occidentale au moins. Et ce que veut aussi le professeur Alpha Condé, président de la République, c'est de produire les médicaments ensemble pour guérir l'Afrique et toute l'humanité. Après cette donation, la Miss Nene Oumobari ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage exécuter d'autres projets, toujours dans le cadre sanitaire, pour répondre aux besoins des citoyens. Vu la proportion de l'insalubrité qui gagne la ville de Conakry, la société civile à travers la plateforme des citoyens unis pour le développement PECUD a engagé ce vendredi une action de contrôle citoyen dans les différentes communes de la capitale. Les membres ont initié une tournée sur le long des routes et des marchés où jonche l'état d'ordure. Objectif, interpeller le gouvernement sur cette triste réalité. Les explications de Lee Mariam Bailo. Muni muradon se don ma tuki tuki bele fa e fora na commando bele ne do mo radon se ma muni do tuki tuki so ma murade de kui mu do no wa tagi fo se bi no mu do do ga den na kande ki be matu
C'est là, en substance, le cri de cœur de Fanta Kaba, commerçante dans un marché de Conakry, face à l'insalubrité qui prend en otage les citoyens guinéens. Écœurée de cette triste réalité, la PQD met en branle son rôle de force de veille, d'alerte et d'interpellation à travers une tournée dans les différentes communes de Conakry pour, disent-ils, s'enquérir des réalités. De la route Le Prince en passant par la cité, les ordures ont fini par s'emparer de la chaussée, débordant les caniveaux qui attendent d'être curés. Normalement, ce sont les véhicules qui doivent venir ramasser les ordures, mais la plupart sont en panne. Ces véhicules doivent passer ramasser dans plusieurs endroits. Donc, avant de quitter un point A à un point B, on trouve le plus souvent que les ordures ont débordé. Dans le marché de Anta, par exemple, usagers et ordures se partagent la chaussée. Les nids de poules sont envahis par les eaux et les citoyens qui n'en peuvent plus dénoncent. Ces ordures nous empêchent vraiment de bien vivre ici, mais nous n'avons nulle part où aller. Qu'ils nous aident vraiment à être débarrassés de ces ordures parce que notre santé en dépend. Ce problème d'ordures nous fatigue vraiment ici, ça nous dérange. Notre souhait est aujourd'hui que le gouvernement nous aide à déplacer ces ordures-là pour les endroits appropriés. Si une solution n'est pas envisagée, la société civile à travers la PQD compte appeler la population à des jours de désobéissance civile. Soucieuse des conditions de vie des citoyens, se réserve très prochainement le droit vraiment d'appeler les citoyens à observer des jours de désobéissance civile, parce que ce qui est en train de se passer, c'est l'irresponsabilité, n'est-ce pas, du gouvernement, c'est l'irresponsabilité des autorités en charge de la gestion des ordures. Et nous les interpellons vraiment de se lever pour ne pas qu'il soit tard. Conakry, autrefois perle de l'Afrique, la capitale guinéenne se compte aujourd'hui parmi les villes les plus sales, en tout cas de la sous-région ouest africaine. La menuiserie, un métier qui consiste notamment à la confection de meubles pour la décoration des maisons, bureaux et autres espaces. La matière première reste le bois et ces pratiquants disent aujourd'hui rencontrer des difficultés. Les problèmes sont divers, comme expliquent certains rencontrés dans les ateliers de menuiserie à Kaloum. C'est un reportage de Fatou Kébé. Comme beaucoup d'ouvriers en Guinée, les menuisiers eux aussi rencontrent des difficultés dans la pratique de leur métier. Tout en sueur, scie à main, Gaussou Kamara se donne à fond pour produire des meubles. Il exerce ce métier depuis plusieurs années déjà. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il se plaint notamment du manque de bois. Quelquefois, les gens viennent avec leurs propres modèles. Et comme nous sommes en manque d'équipements modernes, quand on finit de confectionner un meuble, ils le prennent ensuite pour aller l'embellir afin de les mettre dans les galeries et gagner beaucoup plus d'argent que nous. À Tombo, un quartier de Kaloum, il existe des menuisiers qui exercent ce métier, pas dans un atelier digne de nom, par manque d'espace. Une autre situation défavorable à leur activité. D'un autre côté, ils soutiennent que l'État donne plutôt des contrats aux étrangers alors qu'ils peuvent eux aussi faire autant, voire même mieux, si les conditions y sont créées. Soriba Kamara est l'un d'entre eux. Avant, nos maîtres recevaient des commandes venant de l'État, mais actuellement, nous travaillons pour nous-mêmes et nous exposons nos meubles. À cela s'ajoutent nos petits bricoles journaliers. Le gouvernement préfère donner ces contrats aux étrangers. Par ailleurs, même si Yula Mohamed Lamine, notre menuisier, a équipé son atelier des machines appropriées à son métier, il ne reste tout de même pas sans difficulté. Nous, on a des machines, on a des équipements favorables en matière de menuiserie. Si nous rencontrons, par exemple, on a l'accès pour avoir des bonnes personnes qui viendront nous confier le matériel, comme on appelle le marché, ça trouvera que c'est pour sous-traitance. Donc souvent, c'est dans la sous-traitance que nous évoluons. On n'a pas eu la chance du tout. Avant, on gagnait des marchés, mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent se faire, comme c'est des entrepreneurs, ils viennent, ils vous sous-traitent. Donc, tu vois, on te donne à un prix qui n'est pas du tout le prix qui a été donné. Donc vous ne recevez pas si c'est le marché de l'État. Puisque c'est dans la sous-traitance.
D'après le constat, la Guinée regorge des ouvriers talentueux comme les menuisiers que nous avons rencontrés. Mais le manque de subventions constitue un frein pour eux dans la pratique de leur métier. Le sélectionneur des moins de 23 ans du Sili national a rendu officielle la liste des 18 joueurs ce jeudi à Conakry pour participer à la première édition du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines. La compétition est prévue du 9 au 24 septembre 2017 au Ghana. C'est en conférence de presse que Hamidou Camara a présenté cette liste aux hommes de médias. Ce tournoi de football est le fruit d'un partenariat entre les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. On écoute Hamidou Camara. Je n'ai pas le même système de jeu contre l'API Bangoura parce que les profils de joueurs de l'API Bangoura et les profils de joueurs de Hamidou sont un peu différents. C'est vrai que j'ai regardé les 10 jours d'entraînement, j'ai regardé les joueurs de Camfour Bangoura d'abord parce que c'est des joueurs qui viennent de sortir de la compétition. Et pourquoi 8? Parce que c'est l'ossature de l'équipe. Donc j'ai bâti, je commence à construire l'équipe à ce niveau. Les 8 joueurs que je pense qui peuvent nous aider à vraiment passer ce cap de Ghana. Le seul objectif pour le sélectionneur, c'est d'être à Conakry avec la coupe de cette première édition de l'UFOA. On l'écoute à nouveau au micro de Moussa Sefa Kamara. Chez nous, notre objectif, c'est de remporter le tournoi. On ne va pas aller là-bas pour se promener. On va aller pour avoir la coupe. Pourquoi pas? Surtout que la Guinée, aujourd'hui, on est sur une dynamisme de gagneur. Donc, nous souhaitons à ce que ces joueurs-là répondent très bien comme ce qu'ils ont fait contre l'équipe sénégalaise. L'ouragan Irma poursuit donc sa route dévastatrice en direction à présent de la République dominicaine, d'Haïti et de Cuba. La Floride devrait ensuite se trouver sur sa route. Cet état de la côte ouest américaine a été placé en état d'alerte. Les évacuations sont en cours car Irma pourrait y passer dès demain soir ou dimanche matin. Il en est au moins été rétrogradé en catégorie 4. Regardez. Des maisons quasiment détruites et des bateaux venus s'écraser sur les côtes. Ici à Porto Rico, les dégâts matériels témoignent de la puissance d'Irma. Au moins 2 personnes ont trouvé la mort. Un jour après le passage de l'ouragan sur l'île, la vie semble s'être stoppée net. L'ouragan, lui, a continué sa course. Après Porto Rico, Irma s'est abattue sur la République dominicaine à une vitesse de plus de 26 km/h. Toits éventrés, arbres arrachés, le bilan est lourd. Juste à côté, Haïti, le ciel est déjà menaçant. C'est l'extrême nord du pays qui pourrait être touché. Alors chacun range son bateau et tout le monde se prépare. La protection civile du pays organise une partie des secours. Ses habitants ont trouvé refuge dans ce gymnase. Il y a des inondations près de chez moi. Avec la pluie, l'eau monte, c'est pour ça que nous sommes partis. Ils nous ont dit qu'on devait évacuer nos maisons et aller en hauteur. Nous sommes là depuis ce matin et nous n'avons eu rien d'autre que de l'eau. Certains habitants dénoncent le manque de moyens pour protéger la population. De leur côté, les autorités craignent de déplorer des morts et annoncent que d'importants dégâts sont à prévoir. Plus à l'ouest, Cuba. Le mégaphone prévient la population. Objectif, se mettre à l'abri dans des maisons en dur. Ici aussi, la population se prépare à affronter Irma. Les toits en tôle sont renforcés et les écoles sont vidées pour accueillir les habitants. Nous sommes préoccupés par les vents, l'océan, mais ce qui nous attend est plus fort que nous. C'est un ouragan de catégorie 5, c'est énorme, il est très dangereux. Ensuite, le cyclone remontera vers l'ouest. Une partie du territoire américain devrait être frappée, à commencer par la Floride. Ces files de voitures se rallongent. Les habitants fuient Irma. L'alerte violette est déclenchée. L'ouragan devrait être dévastateur selon le gouverneur. Et des ordres d'évacuation obligatoires ont été émis pour les zones côtières de l'État de Floride et de Géorgie. Et arrêtons-nous à présent sur ces îles qui ont déjà subi la déferlante Irma dans l'archipel des Antilles. Que ce soit à Saint-Barthélemy ou encore à Saint-Martin, les vents ont été d'une violence jamais enregistrée. Il n'y a plus d'électricité, les îles sont ravagées. Regardez. Survivre en plein chaos. Au milieu des débris, cet homme ramasse quelques bouteilles d'eau. D'autres jerrycans sous le bras courent pour s'approvisionner en essence. Puis enfin capter un peu de réseau téléphonique pour communiquer.
Mais pour les habitants de Saint-Martin, l'heure est au constat amer des dégâts. J'avais mis sur les tables tous mes frigos et ça n'a pas suffi malheureusement. Tout est mort, tout a disparu. Le vent, l'eau ont tout emporté, tout ravagé. On fait comme on peut, on continue. Voilà. C'est la soirée la plus difficile de toute ma vie. De toute ma vie, je n'ai jamais vécu ça. C'est un monstre qui nous est arrivé sur la tête. Vous avez eu peur? J'ai tout perdu. Ma maison, mon business, tout. On n'a plus rien. Les agents EDF commencent à évaluer les travaux à entreprendre. Mais il faudra beaucoup de temps. De très nombreuses maisons sont inhabitables. Jetés sur les routes, certains habitants ont réussi à sauver quelques affaires dans leurs valises pour tenir ces prochains jours. Mais ce sont toutes les infrastructures de l'île qui sont à l'arrêt. Casernes de pompiers inondées, aéroports dévastés, hôpital ravagé. Les premiers blessés sont évacués vers la Guadeloupe. Quelques blessures, des fractures, ainsi de suite. Traumatismes plus ou moins multiples, mais beaucoup de traumatismes psychologiques. La grande partie de la population présente des signes de sidération psychologique tout à fait compréhensibles au vu de l'importance des dégâts, de la nuit, phénomène avec des rafales à plus de 350 km/h. Le renfort des secours commence à arriver. Des secours qui auront la lourde tâche de fouiller les décombres à la recherche de victimes ensevelies. Et dans un tel chaos, difficile pour les autorités d'assurer la sécurité, les pillages se multiplient dans les maisons et les commerces éventrés. Des militaires présents sur place à Saint-Martin notamment tentent d'imposer un retour à l'ordre. Mais la tâche, vous allez le voir, est extrêmement difficile. Suivez. Ils ont de l'électroménager plein les bras. Ici, des téléviseurs à écran plat. Dans les rues de Saint-Martin, on ne compte plus les scènes de pillage, en plein jour et en toute impunité. D'autres cherchent de la nourriture, de l'eau. Dans ce supermarché, les uns vident les rayons, pendant que d'autres chargent leur voiture garée juste devant. Dans cet entrepôt, la façade est éventrée, certains se servent, sortent des colis, sous les yeux d'autres habitants inquiets. C'est une grosse insécurité parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pilleurs de cyclones. Les gars sont armés, sortent de quartiers plus ou moins respectables et après avoir pillé les magasins, après avoir pillé les entrepôts, ils vont venir piller les particuliers. Les maisons sont vides, les magasins désertés. Les gendarmes semblent débordés et certains habitants terrorisés. On ne peut même plus traverser la rue, même en plein jour. Ils dévastent tout en plein jour sous le nez des gendarmes. Des pillages que la ministre de l'Outre-mer sur place a pu constater. Je viens de voir plusieurs pillages se faire et donc il y a un moment où il faut effectivement qu'on puisse répondre aussi à ces besoins de sécurité. Des renforts sont envoyés depuis la métropole. Ces gendarmes sont partis de Paris hier pour rejoindre Saint-Martin dans les prochaines heures. Le procureur de Guadeloupe se rend également sur place pour superviser les enquêtes. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Agréable soirée chez vous.